Messieurs et dames, merci de votre fidélité, c'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition. Nous allons essayer de passer en revue les grandes questions de l'heure en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Place à présent à la découverte de notre invité. Vous le savez, c'est Eji Omo. Oui, je suis Olivier Sambaï, philosophe, enseignant à l'Université de Kinshasa et coordonnateur du cercle axiologique, une ASPEL qui lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes et milite pour l'instauration des valeurs et travaille pour offrir à la société des personnes vertueuses et cherche à réaliser l'alliance entre la science et la politique pour le développement intégral et durable de la République démocratique du Congo. Monsieur Olivier Sambaï, encore une fois, bienvenue dans le jeu. Merci beaucoup. L'honneur est pour moi de passer pour la deuxième fois à l'émission Angers et très honoré de vous recevoir dans notre bureau, le siège du cercle axiologique et ASPEL. On s'installe alors. Coordonnateur général du cercle axiologique ASPEL, de quoi s'agit-il? Bon, il s'agit, comme vous le voyez, d'une ASPEL qui lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes, qui milite pour l'instauration des valeurs dans tous les secteurs de la vie nationale, qui travaille aussi dans le but d'offrir à la société des personnes vertueuses, comme vous le voyez, pour une société des personnes vertueuses, parce que je pense que les problèmes congolais, c'est un problème des valeurs, c'est un problème d'ordre éthique. Il faut qu'on puisse instaurer l'éthique dans tous les secteurs de la vie nationale, que nous ayons des personnes appelées à faire le travail comme il se doit, à s'acquitter de leurs responsabilités. S'il faut respecter l'agir public, il faut le faire. S'il faut ne pas verser dans la corruption, il ne faut pas verser dans la corruption. S'il ne faut pas détourner, il ne faut pas détourner. C'est alors qu'on aura une société des personnes vertueuses. Et la vertu, c'est la disposition constante à toujours bien agir. Et lorsqu'on agit bien, on est vrai, on est correct dans tout ce qu'on fait et tous les objectifs seront atteints, tous les projets seront organisés. C'est tout ce qui manque dans notre cher et beau pays, c'est tout ce qui manque dans notre cher continent africain. Les projets ne sont pas exécutés comme il se doit. On donne 2 millions pour l'exécution des projets, il y a seulement 100 000 qui sont exécutés et 1 900 000 volés. Et puis, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à se développer. Et l'ASBEL travaille aussi dans le but de réaliser l'alliance entre la science et la politique. Comme vous le savez, la connaissance scientifique, la recherche scientifique, c'est ce qui transforme la société. Pour une transformation intégrale d'une société, il faut obligatoirement réaliser cette alliance-là entre le pouvoir politique et la connaissance scientifique. Dans les domaines, par exemple, de la médecine, on voit comment la médecine est appliquée dans la réalité, alors que la médecine, c'est un savoir scientifique qui est enseigné avec des méthodologies. Lorsque c'est appliqué comme ça fait en sorte... Mais quand vous dites ça peut m'étonner, parce que les sciences politiques existent, on les enseigne même à l'université. Exactement, sciences politiques, c'est l'art de gérer la société. Alors, pour gérer la société, il ne faudra pas seulement appliquer les théories des sciences politiques. Il faut faire recours à tous les secteurs scientifiques pour les intégrer dans l'action politique. C'est l'injection des recherches scientifiques dans l'action politique dont je parle. Les sciences politiques définissent comment organiser la société. Alors, pour bien organiser la société, il faut recourir à d'autres domaines qui puissent donner l'efficacité dans l'agir politique comme il se doit. Alors, ces domaines-là, ce sont des domaines scientifiques. Je donne un exemple, cher John. Vous avez les domaines des sciences agronomiques, par exemple. Ce n'est pas la science politique, mais la politique fait quoi? La politique régule ou définit le fonctionnement de la société avec pour finalité
de donner à la population la meilleure des vies possibles. C'est ça la finalité de l'agir politique. Donc, on gère la chose publique. Ce qui veut dire que vous gérez une chose qui ne vous appartient pas. Je suis gestionnaire de la chose publique. Je suis gestionnaire des affaires publiques, donc des affaires qui ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas privé. Je ne suis pas patron de mon entreprise pour agir à ma manière comme il faut. Non, non. Vous gérez pour le public et le public doit se retrouver. Le public doit être heureux. Le public doit avoir les moyens de subsistance, les moyens de survie comme il convient que l'homme vive dans la société. C'est ça la politique. Alors à ce moment-là, lorsque vous recourez aux théories des sciences politiques pour gérer la chose publique, vous devez maintenant tenir compte de tous les secteurs scientifiques pour offrir à la population la meilleure des vies possibles. Que fait en ce moment-là? Vous recourez au secteur, par exemple, des sciences agronomiques, vous réunissez tous les ingénieurs agronomes, les docteurs en thèse, pour qu'ils puissent produire des réflexions. C'est pourquoi vous avez, dans le monde occidental, des centres de recherche, et puis le budget est alloué à des pourcentages très élevés par rapport au budget national dans les domaines des recherches scientifiques. C'est la raison pour laquelle ces pays-là, dont on admire la beauté architecturale, l'organisation, sont ceux-là qui ont compris qu'il faut mettre en place les recherches scientifiques au profit de la nation. Alors, lorsque les ingénieurs agronomes vont se réunir, ils vont nous dire, par exemple, au Congo, voici ce qu'il faut pour produire le maïs à quantité industrielle. Mais le ministre de l'Agriculture, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça maintenant l'alliance. Il prend ces résultats des recherches, l'injecte dans la société pour les mettre en pratique. Ça permettra en sorte qu'on va résoudre le problème des sous-alimentation, par exemple. L'un des objectifs, et ce que je considère comme étant aussi le plus important, c'est celui-là, parce qu'on aura des personnes vertueuses, nous aurons réalisé l'alliance entre la science et la politique, ça permettra à ce que nous ayons la possibilité de développer ces pays de façon intégrale et durable. Et ça fait déjà combien d'années que les cercles existent? Et ça, c'est une idée qui existe depuis 2012. Il y avait une longue période d'accalmie parce que les déplacements de Kinshasa vers d'autres lieux n'ont pas permis à ce qu'on avance. C'est pourquoi j'ai relancé les activités depuis 2021 par l'organisation des conférences. Parce que pour réaliser ceci, il y a des conférences que nous organisons, que j'organise. La dernière conférence, la plus grande dernière conférence organisée, c'était en partenariat avec l'IGF et l'APLC. Nous avions réfléchi sur les causes de la corruption. Et il y avait les scientifiques aussi qui étaient là, où on a pu comprendre que la cause fondamentale de la corruption, c'est la concupiscence. La concupiscence, c'est un mot philosophique. Mais certains vous diront que la corruption, c'est comme les cancers. Par conséquent, on ne peut pas l'éradiquer. Concupiscence, c'est le maître mot ou la cause fondamentale de la corruption. La concupiscence, c'est le désir acharné à toujours atteindre ses objectifs, à toujours satisfaire ses plaisirs, à toujours maximiser l'atteinte des plaisirs. C'est ça, la concupiscence. Alors, la concupiscence vous pousse à poser n'importe quel type d'action pour atteindre vos objectifs. Et de ce fait, vous ne serez plus en mesure de vivre aux dépens de vos moyens. Vous allez au-delà de vos moyens pour atteindre les objectifs. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui est payé à 4 000 balles, le mois, 4 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent, mais il va maximiser les plaisirs. S'il est marié d'une seule femme, il en comptera 3, 4, avec des conséquences qui en découleront parce qu'il aura compté plus de 4 belles familles. Avec toutes ces charges, il va maximiser les besoins, les moyens pour atteindre ses objectifs. Et du coup, il va verser dans la corruption en cherchant à obtenir au-delà de ce qu'il gagne. Voilà, la cause de la corruption, c'est la concupiscence. Parce que l'homme est né naturellement grégaire. C'est à travers l'éducation que l'homme parvient à devenir humain. L'homme n'est pas humain par essence. L'homme est animal, grégaire par son origine. C'est l'éducation qui transforme l'homme, le faisant quitter de l'animalité vers l'humanité. Quand on devient humain, en ce moment-là, on doit poser des actions justes, des actions correctes, en acceptant de combattre la corruption sous toutes ses formes, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit. Je donne un exemple pour clore ces chapitres. Vous avez, par exemple, dans le secteur de la police, les côtés circulation routière, on le voit beaucoup de PCR qui versaient parfois dans des pratiques non advenues. Mais il y a un qui est parmi les PCR comptés
qui fait le même travail, qui était ici à Gombe. Aux dernières nouvelles, il serait aux États-Unis. Ah, d'après tout ce que nous avons appris. Mais la personne est restée correcte dans ce qu'il Professionnel. faisait. Professionnel, et il n'a jamais versé dans des pratiques. Qui ne connaît pas ses papas. Ce qui veut dire que nous sommes en mesure de combattre la corruption sous toutes ses formes, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit. Mais il faudrait améliorer aussi ces conditions-là pour que ce ne soient pas des conditions très difficiles qui pourraient atteindre la vulnérabilité et pousser les humains à la vulnérabilité, les rendre beaucoup plus vulnérables et capables à oublier les valeurs. C'est pourquoi l'agir politique voudrait que nous ayons des dirigeants vertueux qui seront appelés à toujours bien agir pour offrir à la population la meilleure des vies possibles. C'est la raison pour laquelle, pour canaliser ces actions, l'ASBEL est mise en place pour organiser des conférences, pour organiser des formations. Il y a des formations sur l'entrepreneuriat, plusieurs formations modules déjà que nous avons déjà données et qui nous ont valu aussi certaines distinctions comme inspirateur de la jeunesse. Nous sommes à 2, je pourrais me permettre de citer Eugène Kandolo, avec qui nous avons été plébiscités comme inspirateur de la jeunesse congolaise, avec des diplômes et trophées dans ce sens-là, parce que nos formations se transforment en un élément de motivation et de transformation des mentalités de la jeunesse. Et lorsque vous prenez part aux formations et vous sortez complètement transformé sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur le management, et bientôt, là, dans quelques jours, dans quelques semaines, quelques mois, nous allons lancer les modules de formation sur l'éthique et responsabilité. Parce que c'est à travers là, les leçons de philosophie morale qui permettront qu'on puisse avoir vraiment des personnes vertueuses dans tous les secteurs de la vie, capables d'être correctes à tous les niveaux. Parce que Burkina Faso, on dit pays des hommes intègres. Congo, pays de qui? Bon, c'est la République démocratique du Congo. Il faut qu'on ait quand même un référent comme concept de réflexion. On ne doit pas non plus s'auto-flageller. Pays des hommes vertueux, par exemple. Donc au Congo, on est disposé à toujours bien agir. C'est quand même... Et pas un pays des hommes distraits. Non. Vous voyez, on nous qualifie par péjoration. Ah, terre d'ambiance. Au Congo, c'est la musique. Non, il faut qu'on parle. Au Congo, ce sont des valeurs. Ce sont des vertus. Au Congo, le Canada, par exemple. Vous savez, au Canada, vous arrivez au Canada, à Montréal aujourd'hui, vous ne verrez pas des barricades dans les arrêts des métros. Vous ne verrez pas quelqu'un vous empêcher à accéder parce que vous n'avez pas votre carte, votre passe, qui n'a pas de fonds suffisants pour vous acheter les tickets métro. Non, tout est ouvert. Et la population est consciente. Voilà un pays des hommes vertueux comme le Canada, par exemple. Chacun est appelé à mettre du crédit dans son passe pour avoir la possibilité de se payer les transports. On n'a pas à vous contrôler. On n'a pas à vous contrôler. Pays des hommes vertueux. Vous avez par exemple les Émirats. Quand vous y arrivez, vous ne verrez jamais de police et de circulation routière. Et tout le monde respecte les codes de la route. Voilà un pays des hommes vertueux. Et c'est ce qu'on veut pour le Congo. Chacun à son niveau respecte les règles, respecte les codes, respecte les lois, soit en mesure de mettre en pratique ce qui est demandé. C'est ça l'éthique. Lorsque vous allez à l'encontre de ce qui est prévu, et le pays se rend dans la banqueroute. Vous voyez, le Congo serait très loin. Qu'est-ce qui fait, cher John, que nous passions des années 70 à aujourd'hui, on a vraiment dégringolé. L'Afrique du Sud venait se faire soigner ici au Congo. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée. Parce que nous avons perdu l'éthique. Les dirigeants visent leurs intérêts plutôt que l'intérêt de la population. Et voilà, c'est pas seulement l'Afrique du Sud, mais toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale avait comme référence, même dans les domaines scientifiques. Les hôpitaux, les universités. Les universités, c'était Kinshasa. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? On a perdu les valeurs, on a perdu les repères parce que c'est un problème éthique. Il faut qu'on y revienne. Que nous ayons des hommes appelés à s'ouvrir aux valeurs morales, à respecter l'éthique, à respecter les lois, à respecter les pays, à tous les domaines de la vie. C'est alors que quand on met un projet à $1 million, le projet est exécuté suivant les délais. Nous ne sommes pas loin. Vous avez devant la Cour de cassation, il y a la stèle qui devait être construite. On a déboursé tous les fonds et ça devait prendre 180 jours. Aujourd'hui, on est à plus de 400 jours que les travaux ne sont pas terminés et c'est resté un chantier alors que les fonds ont été débloqués à cet effet. Voilà un problème éthique. Et ça ne se passe pas seulement au niveau de la Gombe ici, c'est dans tous les pays. Et il faut qu'on puisse y mettre un terme en s'ouvrant aux valeurs pour qu'on ait un pays des hommes et des femmes vertueux
capable à s'oublier lorsqu'il faut agir pour l'intérêt national. Nous allons revenir sur l'homme quand on va évoquer les profils de prochains animateurs des institutions générales. Mais l'actualité oblige. Sama Lukonde, élu, député national, était obligé par la loi de choisir. Et il a choisi de siéger en déposant sa lettre de démission. Hélas, pour certains, les chefs de l'État violaient la Constitution. On demanda au gouvernement Sama Lukonde d'expédier les affaires courantes. Pour preuve, les derniers conseils des ministres. Hier, tous les ministres étaient là, y compris les démissionnaires. Alors beaucoup disent que les chefs de l'État ont craché sur les institutions judiciaires de notre pays, en commençant par la Cour constitutionnelle, parce que cette dernière s'était déjà prononcée sur cette question. Avant tout, comme vous le savez, je suis enseignant à l'Université de Kinshasa, je suis philosophe. Il y a un cours qu'on donne en droit intitulé La philosophie du droit. La philosophie du droit, bon, malheureusement, depuis un certain temps, les juristes ont récupéré ces cours. Les philosophes, nous ne donnons plus les cours en philosophie, des philosophies du droit dans des facultés de droit. Ce sont les juristes qui l'ont récupéré. Avec beaucoup plus de modestie, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? La réflexion approfondie sur le droit conduit à faire les distinguos entre certains concepts. Vous savez, quand on parle de jurisprudence, la jurisprudence n'est pas quelque chose qui peut remplacer la loi dans toute sa contexture. Le chef de l'État, par rapport à ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, il faut comprendre une chose. C'est que la loi fondamentale, la Constitution, dans son article 97, précise que le Premier ministre est nommé sur base de la majorité parlementaire et la fin de ses fonctions intervient quand il démissionne, quand il quitte la fonction. Et quand le Premier ministre démissionne, c'est tout le gouvernement qui tombe. Bon, vous allez comprendre que le Premier ministre a démissionné, et ce qui veut dire que tout le gouvernement était tombé. Naturellement. Alors, l'article 110 précise que lorsque un député devient membre du gouvernement, son mandat est suspendu. Bon, on n'a pas dit que son mandat est annulé. Son mandat est suspendu. Et la suspension de ce mandat est définie dans la loi organique du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Là, ça suppose en cours de la législature, lorsque un député devient membre du gouvernement. Il n'y a pas de souci. On suppose qu'il siégeait déjà et au cours de la législature, il est appelé à d'autres fonctions. Mais tel n'est pas le cas ici. Nous sommes en amont de la législature. On peut dire qu'ils n'ont jamais siégé, ces gens-là. Vous l'avez très bien dit, et c'est exactement ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? La loi organique portant fonctionnement de l'Assemblée nationale donne un délai de 8 jours aux députés élus de se prononcer pour ceux qui sont dans les affaires publiques, ministres, DG, etc., dans les mandats publics. Alors, en ce moment-là, ils ont 8 jours pour se positionner. Mais posons-nous la question, si un député qui est nouvellement élu, qui commence la nouvelle législature, et que la législature le trouve, il faut bien préciser, la législature trouve un membre du gouvernement exerçant un mandat politique. Vous comprendrez que ces membres qui exécutent un mandat politique étaient dans la précédente législature un membre parlementaire, député ou sénateur. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la législature passée, il avait respecté la loi organique portant fonctionnement de l'Assemblée nationale ainsi que la Constitution, en suspendant sa fonction, en suspendant son mandat de député, la laissant au profit du suppléant. Ce qui avait fait qu'il puisse se retrouver au gouvernement ou dans l'entreprise publique. Ça n'avait posé aucun problème. Mais il s'est fait que la législature est tombée. On se retrouve à une nouvelle législature qui le trouve maintenant comme étant un cumulard. Il cumule 2 fonctions. C'est ça la vraie question. Exactement, parce que c'est la nouvelle législature. Qu'est-ce qui se passe?
Faudra-t-il cumuler les deux à la fois ou non? Mais les textes sont clairs, il est interdit le cumul des fonctions. On parlera de cumul en ce moment-là simplement parce qu'il s'agit de la nouvelle législature. La précédente législature, les concepts de cumul ne pouvaient pas être évoqués parce que tout était respecté. Ils avaient suspendu leur mandat au profit des suppléants. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en ce moment? Lorsqu'il leur est demandé de choisir ce qu'il faut. Mais pour choisir, l'Assemblée nationale, contrairement à la fonction publique, comme ministre ou mandataire public, qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est clair, il faut démissionner. Mais c'est par démission. Ils l'ont fait. Vous dormez, vous vous réveillez, puis vous dites que non, à une déclaration à la télé, j'abandonne mon poste ministériel et je rentre à l'Assemblée nationale. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est par la démission. Vous démissionnez de votre fonction de ministre pour rejoindre l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait. Ils ont démissionné. Le Premier ministre a démissionné. Certains ministres qui étaient élus députés ont démissionné. Mais c'est clair. Dire qu'ils n'ont pas siégé, oui, ils ont déjà siégé. La plénière sur la validation des mandats, ils étaient là. Les mandats étaient validés. Leurs mandats ont été validés. Ont été validés. Il fallait maintenant juste traiter, régler les problèmes des cumuls des fonctions. Mais ils ont démissionné. Du moment où ils ont démissionné, mais c'est clair, ils ont choisi l'Assemblée nationale. Alors, il s'est posé un problème. Le problème, c'est qu'il y a une nouvelle jurisprudence qui est intervenue dans ces dossiers, c'est l'expédition des affaires courantes. Vous ne trouverez pas cette expression dans notre Constitution. Mais le bon sens, c'est alors qu'intervient la philosophie du droit. Le bon sens voudrait assez que, lorsqu'on démissionne des fonctions, qu'on prépare la remise et reprise avec le nouveau preneur de votre poste pour bien faire la transition des dossiers. C'est ça le bon sens ou la bonne pratique. Mais il s'est fait qu'ils ont démissionné. Certes, ils ne sont plus ministres. Mais pendant ce temps-là où on aura la composition du gouvernement pour faire la remise... Mais pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas recouru à un cas jurisprudentiel? On l'a connu avec Joseph Kabila. Joseph avait nommé un nouveau Premier ministre. Les cas jurisprudentiels, c'est exactement ce qui s'est passé. Plutôt que de démissionner et de ne plus prendre part, par exemple, au Conseil des ministres. Mais au lieu de démissionner et ne plus prendre part au Conseil des ministres et aller directement à l'Assemblée nationale, ils ont démissionné, mais ils sont en train d'expédier les affaires courantes. C'est le bon sens dans l'organisation. Non. Pourquoi ne pas recourir à ce qu'avait fait Joseph Kabila? Ce qu'avait fait Joseph Kabila était plus grave que ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est mieux que ce qu'avait fait Joseph Kabila. Comment ça? Dans ce sens que, lorsque le Premier ministre Mouzito avait démissionné, il a nommé M. Kouagialo, personnellement. Lui, Alphonse Kouagialo. Mais ce qui était grave, Alphonse Kouagialo était même nommé Premier ministre AI. C'est prévu. Dans quelle disposition de la loi? Où est-ce que c'est prévu un Premier ministre ad interim nommé alors que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire? Exceptionnel. C'était une nouvelle législature en 2012. Est-ce que Kouagialo était nommé Premier ministre AI sur base de la majorité parlementaire? Non. C'était quel type de jurisprudence? Ça s'appuyait sur quel texte? C'était ça le problème. Et aussi comprenez que la remise représente Matata Tampo, non. Premier ministre entrant et le Premier ministre sortant était fait entre Mouzito et Matata Tampo, figurez-vous. Ce n'était pas Alphonse Kouagialo. C'est que sous-entend que Mouzito pouvait continuer à expédier les affaires courantes en tant que démissionnaire. C'est tout à fait logique. Donc ce débat n'a pas lieu d'être. Ayons seulement le bon sens, un peu de philosophie du droit. Vous allez comprendre, nous allons tous comprendre qu'il ne s'agit pas d'une violation des textes existants. D'ailleurs, pour dire que non, le salut du peuple te décide de tout, là, c'est pour justifier le fait qu'on n'a pas bien fait les choses. Les choses sont bien faites par le chef de l'État en demandant aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes. Ils ne sont pas nommés. Mais pourquoi ne pas laisser les premiers ministres et tous les ministres élus d'aller siéger et d'organiser l'intérim avec les membres du gouvernement restants? Organiser l'intérim avec les membres du gouvernement restant n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut garder... Je crois que ça énerve moins la Constitution. La Constitution n'est même pas énervée parce qu'ils ont démissionné. Mais qu'ils partent. Non, quand vous démissionnez, vous vous dessaisissez
de toutes vos prérogatives dans son intégralité. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous comprendrez qu'il y a une restriction de tous ces membres du gouvernement. Bon, c'est qu'ils n'ont pas démissionné pour des raisons personnelles. C'est la loi qui l'oblige pour éviter les cumuls. Exactement, la loi a obligé pour éviter les cumuls. Tout à fait. Mais lorsque vous démissionnez, réfléchissons par l'absurde. Admettons que ce soit tous les membres du gouvernement qui soient élus députés. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Ils démissionnent et puis le gouvernement les fait. Donc, il y a l'expédition des affaires courantes. Quand on expédie les affaires courantes, il y a beaucoup de restrictions. C'est qui est peu probable que tous les membres du gouvernement soient élus députés. Voilà. Il y a l'expédition des affaires courantes. Ce qui sous-entend que tous les membres du gouvernement qui sont élus députés, mais qui ne sont plus membres du gouvernement, il faut le dire comme ça, parce qu'ils ont démissionné. Ils sont démissionnés et ils ont déjà présenté la démission. Ce serait beaucoup plus grave qu'on crie à la violation de la Constitution si les membres du gouvernement n'avaient pas démissionné. Mais ils ont démissionné. Quand ils démissionnent, il y a peut-être que la semaine prochaine, on aura déjà le gouvernement. Ça ne ferait qu'une semaine, ils ont expédié les affaires courantes. Vous savez, nous aurons peut-être les formateurs, les premiers ministres, mais les gouvernements... Ouais. Supposons qu'on ait les gouvernements nous connaissons comment ça se passe. Supposons qu'on ait les gouvernements dans un mois. Mais ils n'auront expédié les affaires courantes que pendant un mois. Autre chose, il n'y a pas énervement de la Constitution. Et aucune disposition constitutionnelle n'est violée par rapport au cas sous examen. On dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Le Premier ministre Sama est issu de quelle majorité parlementaire? Actuelle ou ancienne? Parce que nous sommes... Ancienne. Voilà, il s'agit de quelle législature? Passée. La législature passée, ce n'est pas cette législature. En quoi est-ce que cette disposition énerverait la Constitution? Les membres du gouvernement actuel, ils répondent devant quelle Assemblée nationale? L'Assemblée nationale actuelle ou l'Assemblée nationale? Aucune. Exactement. Parce que la législature est déjà tombée. Le Premier ministre n'est pas redevable logiquement devant cette Assemblée nationale qui ne l'a pas porté Premier ministre. Parce que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais de quel Parlement? Le Premier ministre, ça, on n'est pas le Premier ministre. Ce n'est pas ce Parlement-ci, c'est la législature passée. Non, là où le débat blesse, c'est au nom du principe de séparation des pouvoirs. Ces gens sont élus, ils doivent siéger, ils font partie du pouvoir législatif, mais au même moment, on les voit encore de l'autre côté, du côté du pouvoir exécutif. C'est ce qu'il faut faire. Même de façon expédiant les affaires courantes, bien sûr, mais ça dérange. Ce qu'il faut faire, il faut... C'est le principe de séparation des pouvoirs. Le principe de séparation des pouvoirs, ce qu'il faut faire, c'est être élégant. Que les textes de l'Assemblée nationale, l'organique, soient respectés. Vous êtes appelé officiellement, par voie officielle, il y a un communiqué officiel de la présidence de la République qui vous demande d'expédier les affaires courantes. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous informez l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe, les suppléances. C'est par information du bureau de l'Assemblée nationale, de la prise de fonction. Vous pensez que on doit organiser les suppléances? Exactement. Ce qui serait tout à fait logique. Parce qu'on vous demande dans un premier temps... Mais non, ça mettra en difficulté certains membres du gouvernement expédiant les affaires courantes qui ont des ambitions au bureau de l'Assemblée nationale, parce que pendant ces temps, on doit organiser les bureaux définitifs. Mais lui ne peut pas siéger parce qu'ayant mis son suppléant. Il y a une petite difficulté là-bas. Oui, la difficulté va demeurer, mais par rapport à l'élégance, c'est pour ne pas... Parlons concrètement. Je prends l'exemple de Vital Kamerhe, oui, ministre de l'économie. Pendant ces temps, il y a son suppléant qui siège. Oui. Mais on doit aussi organiser l'élection du bureau définitif. Oui. Vital Kamerhe, en principe, ne peut pas être candidat. Exactement, mais l'élégance voudrait à ce qu'il n'y ait pas emboîtement de deux corps. Mais c'est ça le problème. Les corps législatifs et les corps exécutifs. Étant donné que vous expédiez des affaires courantes, vous n'avez qu'à laisser dans un premier temps votre suppléant. Votre suppléant, ce qui serait tout à fait logique, parce que vous êtes appelé par voie de communiqué, sans citer votre nom, vous vous connaissez député national, en tant que membre du
gouvernement ou en tant que mandataire public, mais c'est clair. Vous ne pourriez pas, pendant la suppléance, être membre des membres parlementaires et membre du gouvernement. La logique voudrait, c'est que c'est pourquoi même le chef de l'État l'a dit, pendant ce temps, parce qu'il a compris, il a été vraiment bien conseillé par les juristes, pendant ce temps, ceux qui vont expédier les affaires courantes vont laisser la suppléance pour ces petits temps au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça la logique. La jurisprudence est créée par... Mais au détriment de leurs ambitions parlementaires. Parce qu'on parlera des ambitions personnelles, simplement. Parce qu'on parlera des ambitions personnelles, ambitions parlementaires, parce qu'elles ont déjà démissionné. On a des options. Soit ils restent membres du Parlement en tant que députés, tout en exprimant les affaires courantes parce qu'ils ont démissionné, soit ils démissionnent, et quoi, ça conserve l'expédition des affaires courantes tout en suspendant. Mais il y en a qui l'ont fait, qui ont démissionné, ont jugé bon de démissionner, mais c'est le chef de l'État qui leur a demandé d'expédier les affaires courantes. Et c'est pourquoi j'ai dit. Et au nom de quoi ils vont perdre leur ambition personnelle parlementaire. C'est pourquoi je suis en train de dire, étant donné qu'ils ne sont pas nommés par voie d'une ordonnance présidentielle et ont déjà démissionné, rien n'est énervé. Et en démissionnant, ils ne sont plus ministres. Ils peuvent conserver leur siège au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont déjà démissionné. Ils ne sont pas nommés ministres. Donc ne soyons pas surpris que Vital Kamerhe soit candidat. Non, ne soyons pas surpris. La jurisprudence sera créée lorsqu'on leur demanderait de suspendre momentanément leur mandat en tant que député national en laissant les sièges aux suppléants. C'est ça la jurisprudence qui sera créée. Mais en toute logique, on ne peut même pas évoquer la suppléance dans les cas sous examen parce qu'ils ne sont pas nommés membres du gouvernement, ils ne sont pas issus de la majorité parlementaire. Donc visiblement, là, nous allons réinventer la roue parce que on aura des sièges vides à l'Assemblée nationale sans pour autant que la suppléance soit organisée. Ce qu'il faut noter, c'est que les membres du gouvernement qui ont démissionné peuvent siéger en Assemblée nationale sans problème. Parce qu'ils sont membres du gouvernement, non pas de cette nouvelle législature. Le Premier ministre Sama peut aller siéger à l'Assemblée nationale sans problème parce qu'il a déjà rendu sa démission. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes, c'est ce qu'il faut noter. Donc la jurisprudence pourra intervenir lorsqu'on pourrait admettre qu'il y ait suppléance pendant ces temps d'expédition des affaires courantes. Ne soyez pas surpris de voir les ministres Vital Kamerhe siéger le matin à l'Assemblée nationale et être le soir au Conseil des ministres, parce que là, il est en train d'expédier les affaires courantes, que ça n'étonne pas. Ils ont bel et bien rendu la démission, ils ont choisi l'Assemblée nationale. Donc cette question, à mon avis, ce débat doit être clos. Soyons élégants, un peu de philosophie du droit. Ça permettra à ce qu'on comprenne. Alors, Olivier Samba, les 5 minutes qui nous restent, d'ailleurs, vous l'avez évoqué au début de l'émission, l'homme congolais, Olivier Samba, philosophe, coordonnateur général du cercle axiologique ASBEL, les profils des prochains animateurs du gouvernement, en commençant par les premiers d'entre eux. Je félicite d'abord l'informateur, M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, pour ce travail qu'il est en train de faire. C'est quand même bien organisé. Par rapport à il est allé vite. Hein. Bien, d'abord l'organisation, par rapport à ce qu'on a vu les fois dernières, où on a eu des informateurs du gouvernement. En tout cas, dans sa façon de faire, c'est appréciable. Il a très bien fait, il a organisé rapidement les documents qu'il faudrait signer et dans un bref délai, je ne pense même pas qu'il atteindrait les 30 jours. Peut-être très bientôt là, il va rendre les rapports au chef de l'État pour que le formateur du gouvernement soit désigné. Alors, le profil. Et là, je pourrais me permettre de m'adresser au chef de l'État, certainement. Il faudrait choisir des personnes vertueuses dans l'animation des institutions publiques. Parce que le Premier ministre, le gouvernement, c'est ça même l'âme de l'État. Là où le pays repose sur son gouvernement, sur ses dirigeants. Le chef de l'État, il est garant du bon fonctionnement des institutions.
Alors, les institutions sont animées par des gens qui sont nommés par le chef de l'État. Parce qu'il faut maintenant qu'il place des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut ne signifie pas seulement les intellectuels, ne signifie pas seulement les érudits, ne signifie pas seulement les savants, ne signifie pas seulement les techniciens, des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, qui ont la maîtrise de la matière. Parce qu'au-delà de la maîtrise de la matière, il faut ajouter un élément très important. Ce sont des compétences éthiques. Nous avons besoin de personnes qui ont des compétences éthiques, qui sont capables de s'oublier, des personnes qui doivent savoir qu'ils viennent servir la population et non se servir. Des personnes qui sont capables d'oublier même leur propre famille pour penser à la famille générale qui est la République démocratique du Congo. Donc il faut des personnes qui vont exécuter exactement la vision du chef de l'État. Parce que le Premier ministre et tous les membres du gouvernement vont exécuter la vision du chef de l'État. Et il n'y a que le Premier ministre suivant la Constitution qui peut être issu d'un parti politique. C'est qui? C'est le Premier ministre simplement parce qu'il doit être issu de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire sera dégagée. Mais vous allez comprendre que le Premier ministre à nommer ne sera pas forcément un député national. Pas forcément un député national. Il doit être cadre, membre d'un parti politique faisant partie de la majorité parlementaire. Mais pas forcément non plus. Il peut sortir... Qu'en dites-vous du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Non, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État doit respecter la Constitution. C'est pourquoi... Majorité parlementaire. Pas majorité parlementaire, c'est ce que ça signifie. Quand on parle majorité parlementaire, il y a des partis... Il ne doit pas forcément être député. Non! Pas forcément être député. C'est-à-dire quoi? La majorité parlementaire, c'est ces groupes parlementaires qui a plus de députés. C'est ça la majorité parlementaire. Et de ces rangs sort les premiers ministres. Admettons que ce soit 9 partis politiques qui créent un groupe parlementaire qui compte environ 200 députés. Le Premier ministre sort de cette majorité parlementaire. Le chef de l'État, à ce moment-là, fera quoi? Choisira un membre de ces 9 partis politiques. Il peut être un député ou non. Il n'a pas été élu. Non, c'est celui-là qui sera nommé Premier ministre. C'est celui-là qui sera nommé Premier ministre. On l'a vu en 2012 avec Augustin Matata Ponyo, il n'était pas député, je ne me trompe pas. Il était cadre du PPRD, il était nommé Premier ministre. C'est ça la logique. Donc, issu de la majorité parlementaire. Alors, les restes des ministres, le chef de l'État peut choisir des animateurs, mais qui soient des personnes probes, à une probité morale très élevée, capables de s'oublier pour servir la population. Nous avons besoin des membres du gouvernement qui vont nous permettre d'avoir une armée dissuasive. Au niveau des ministères de la Défense, au niveau du ministère de l'Intérieur, des animateurs du gouvernement qui vont nous permettre d'avoir la sécurité qu'il faut. Au niveau de la fonction publique, les animateurs qui vont nous permettre d'avoir la possibilité de digitaliser l'administration publique. Des animateurs au niveau du ministère de l'Intérieur qui vont nous permettre d'avoir des données démographiques. Des animateurs au niveau du ministère des Transports qui vont nous permettre d'avoir même les permis de conduire qu'on a oublié. Des animateurs, par exemple, au niveau du ministère des Transports qui vont nous permettre de redynamiser les transports. Qu'on ait la compagnie d'aviation, pourquoi ne pas compter 10 avions au Congo? Pourquoi ne pas avoir une société d'aviation efficace pour faire aussi des transports à l'international? Bref, il nous faut des personnes vertueuses, des hommes d'État capables de s'oublier pour rendre service à la population et d'offrir à la population la meilleure des vies possibles. Voilà le profil des prochains membres du gouvernement pour qu'on ait une nation forte et des gens qui iront au-delà des 6 axes du chef de l'État. Au-delà des 6 axes du chef de l'État. Donc, le chef de l'État pose ces 6 axes, mais vous, quand vous viendrez, vous devez être en mesure de faire au-delà des axes du chef de l'État. Voilà ce qu'il faut noter pour les prochains membres du gouvernement. Et ce faisant, je pense que nous allons doter le Congo des institutions fortes. Et un mot, je pouvais oublier, permettez, secteur de la justice. La justice élève une nation. Lorsque nous n'aurons pas une justice équitable, nous ne saurons pas attirer les investisseurs. Il faudrait que la justice soit animée par des personnes qui devront frapper tous ceux qui vont violer les dispositions établies afin que nous ayons une république des juges contre l'impunité.
Olivier Sambaï, coordonnateur du Cercle axiologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher John, pour cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été des milliers à nous suivre. Je le sais, tout a été dit. Et au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.